Nous sommes à Burton Port, dans le comté de Donegal, à la pointe nord de l'Irlande. Dans les années 70, l'activité des quelques 300 habitants de ce village se concentre en grande partie autour d'une petite coopérative de pêcheurs. C'est ici qu'habitent les Screamers. Cette communauté contre-culturelle d'une trentaine de personnes qui porte le nom d'Atlantis a quitté Londres pour pouvoir s'adonner librement à la thérapie du cri primal. Mais ce n'est pas de ces gens-là dont on va parler. Au moment où notre histoire commence vraiment, les voisins des Screamers ont menacé de faire sauter la baraque et tenté d'obtenir que le Parlement irlandais les foute dehors de force. Atlantis déménage alors sur une île, comme pour honorer la promesse de son nom. Et un autre groupe prend sa place, dans la même maison de Burton Port. La communauté qui sera bientôt connue comme la Silver Sisterhood compte au départ 7 personnes qui ont établi leur propre système de croyances, leur propre langage et leur propre hiérarchie matriarcale. Elles ont décidé de mener une vie simple et traditionnelle, dans une maison où n'existe ni le plastique ni l'électricité, en rupture totale avec le bruit et la fureur du monde moderne. Pour subsister, elles vont alors devoir développer peu à peu une série d'artisanats. Elles fabriqueront patiemment, à la lueur des bougies, des costumes victoriens et des chaussures anciennes, ouvriront un salon de thé pour les habitants de Burton Port, publieront une série d'ouvrages lesbiens, et elles vont développer sur Commodore 64 Jack the Ripper, le tout premier jeu vidéo dont le contenu sera jugé inadapté aux moins de 18 ans. L'histoire de la Silver Sisterhood est suffisamment intrigante pour qu'un certain nombre de journalistes aient déjà essayé de percer ses secrets. Aucun, pourtant, n'a jamais pu terminer son article en disant « J'ai compris, voilà ce qu'il en est, le mystère est résolu ». Ce mystère, en fait, est ce autour de quoi le groupe s'est construit. Alors quand on commence à s'y intéresser de près, quand on croise les interviews, les témoignages, quand on assemble les pièces du puzzle et qu'on commence à se rapprocher de la vérité, eh bien la seule chose qu'on voit de plus près, c'est encore le mystère. Heureusement, aujourd'hui, c'est lui qui nous intéresse. C'est ce mystère, savamment entretenu, qui va nous permettre de répondre à notre question. Comment est-ce qu'un culte obsédé par la pureté et la discipline, et opposé à l'idée même de modernité, a pu développer le tout premier jeu dont le contenu allait être jugé suffisamment scandaleux pour être réservé aux adultes? We worship God as the mother, and everything we do is centered around that worship. Au cours des 3 premières années qu'a passé la Silver Sisterhood en Irlande du Nord, la télévision nationale a visité la maison 3 fois, et chacun de ces reportages a donné du mouvement une image complètement différente. La première année, on découvrait un groupe religieux, inspiré par les mouvements féministes des 70s, qui portait le nom de Rhenish Community et avait donné à l'ancienne maison des Screamers un nom imprononçable dans sa propre langue. L'année suivante, le seul homme de la communauté avait déjà disparu, et on commençait à parler de Silver Sisterhood. Les costumes étaient devenus beaucoup plus conservateurs, et l'esthétique de Babos avait été définitivement oubliée. Cette fois, c'est une certaine sœur Brecca qui représentait la communauté. On la retrouvera 1 an plus tard, sous le nom de... nous présentant ce qui sera devenu l'école de St. Bride. Puis, en 1988, elle sera Catherine Tyrrell, maîtresse d'un ordre maintenant désigné comme The Victorians. C'est cette dame qui continuera d'apparaître à partir de maintenant, mais jamais sous le même nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Mary Guillermine et vit en Californie. En 92, quand elle a été condamnée à une amende de 100 livres pour avoir frappé une pensionnaire, elle s'appelait Mary de Colwyn. Il y aura Miss Partridge, Miss Trail, Miss Scarlett, mais le nom que l'histoire a reconnu est celui de Marianne Martindale. Martindale, c'est l'entité la plus identifiable et finalement la moins mystérieuse de la Silver Sisterhood. C'est elle qui distribue les rares clés dont on dispose pour comprendre ce qui se passait là-bas. Le moment où la communauté a commencé à vraiment attirer l'attention, c'est celui où elle a ouvert l'école de St. Bride. Réservé à des femmes adultes, cet établissement promettait un séjour hors du temps et de la réalité. Quelques semaines où les visiteuses pourraient retrouver une enfance fantasmée, oublier l'identité que le monde leur avait faite, expérimenter une autre vie, loin de la société moderne façonnée par et pour les hommes. Cette expérience est décrite comme un monde tout entier qui vous enveloppe. C'est un jeu de rôle grandeur nature, ni plus ni moins. Et c'est ce point qui a commencé à mettre le doute à tout le monde. Parce qu'on avait d'une part les occupantes permanentes du lieu, qui semblaient continuer leur activité religieuse et commises à temps plein dans leur mode de vie ascétique, et de l'autre, des stages thématiques, culturels et apprenants, qui insistaient un peu trop sur les châtiments corporels pour qu'on ne soupçonne pas une motivation fétichiste, mais semblaient quand même relativement innocents. Alors la grande question que se sont longuement posées chacun et chacune des journalistes ayant essayé de couvrir le sujet, c'est: est-ce que ce dont on est témoin ici est réel? Est-ce qu'elles y croient vraiment?
Est-ce qu'on est face à une authentique secte ou à un simple roleplay SM lesbien? Ce doute, c'est la principale création de Marianne Martindale. C'est ce qui a fait tout l'intérêt de la Silver Sisterhood, à la fois aux yeux des médias, aux yeux de ses clientes et aux yeux de ses membres. La position de la communauté face aux médias, justement, elle est intéressante. Quand on les interroge sur l'actualité, les sœurs répondent ne pas savoir qui est Ronald Reagan. Elles s'enorgueillissent d'être absolument coupées du monde actuel, qu'elles nomment The Pit, c'est-à-dire le trou. Offrir une alternative au monde moderne qu'elles méprisent, c'est leur raison d'être. Mais même si elles refusent de s'intéresser à ce monde, elles font tout pour que ce monde s'intéresse à elles. Il y a plusieurs explications possibles à ça. La première est économique. La couverture médiatique offrait au groupe la publicité qui lui permettait de vendre ses publications ou ses stages victoriens, et donc de subsister. La deuxième est spirituelle. Si le trou est un enfer, et que St. Bride's est un refuge, alors il faut donner les moyens à des sœurs potentielles de découvrir St. Bride's pour s'extirper du trou. Enfin, la troisième est artistique. La vie tout entière du collectif était une vaste représentation qui avait besoin de son public. Martindale appellera plus tard cette démarche le Life Theatre. Chaque membre de la Sisterhood est libre de changer d'identité quand elle le souhaite, de changer de rôle quand elle le souhaite. Elle peut se comporter comme si tout cela était une improvisation théâtrale. Et pourtant, c'est la vie même, c'est son quotidien. Elle n'a pas d'autre identité, stable, à laquelle elle revient quand tout est fini. Il n'existe aucune frontière entre cette représentation et le reste de son existence. Voilà pourquoi les médias ont galéré à décrire ce qu'ils avaient sous les yeux. Est-ce que c'était une représentation? Oui. Est-ce que c'était réel? Oui. Est-ce que c'était intéressant? De ouf. Préoccupant? Probablement. Est-ce qu'on avait déjà vu ça avant? Non. Et qu'est-ce qui pouvait encore davantage brouiller les pistes? Coming here is like entering into a completely different world. En 1985 paraît un jeu d'aventure sur ZX Spectrum et Commodore 64 nommé The Secret of St. Bride's. On le découvre à travers les péripéties de Trixie, une pensionnaire venant d'intégrer la mystérieuse école. Vous commencez à comprendre que le délire est en train de partir assez loin. Mais c'est pas fini. Trixie, qui est une jeune fille des années 80, découvre que toutes les habitantes de St. Bride's vivent 60 ans en arrière. Elle doit maintenant déterminer si c'est elle qui a la berlue ou si c'est cet endroit qui a fait vriller tout le monde. Par où commencer? On va parler tout à l'heure de comment la Silver Sisterhood en est venue à développer des jeux. La question du pourquoi est déjà bien entamée, mais tout de suite, on va s'intéresser justement à ces jeux. Il y en a 8. Tous des jeux d'aventure, tous assez différents, tous bien voire très bien reçus. En fait, la Silver Sisterhood a vraiment marqué l'histoire du jeu d'aventure. D'abord parce que ces jeux étaient bons, ensuite parce qu'ils étaient mystérieux, et enfin pour la raison qui vous a fait cliquer sur cette vidéo. Et on va y arriver très vite. Ce qui est frappant dans The Secret of St. Bride, c'est une espèce d'esprit d'aventure, d'insoumission, une espièglerie qui contraste complètement avec l'idéal de discipline et d'austérité affiché par la Silver Sisterhood. En jeu, la gouvernante est changée en éléphant, les règles sont faites pour être transgressées, et notre personnage ne se plie à la discipline que si l'on perd. C'est dans l'écran de Game Over qu'on devient une élève bien comme il faut, ce qui est pourtant l'expérience que semblaient promettre les séjours de St. Bride. In Anastasia, you are free to be a good girl. L'esprit espiègle de ce jeu, il a deux grandes influences. D'un côté, les jeux d'aventure, que la Sisterhood semblait très bien connaître parce qu'elle les référence amplement, et dans lesquels toutes les interactions étranges doivent être explorées, et toutes les situations poussées jusqu'à leur point le plus absurde. De l'autre, les histoires d'écolières modernes, écrites par Angela Brazel, qui reprenait le cadre traditionnel des romans éducatifs pour jeunes femmes, en y insufflant un esprit d'indépendance et de liberté qui les a bien souvent fait interdire dans les écoles. Beaucoup de lectrices ont d'ailleurs lu dans ces romans un sous-texte lesbien, les internats étant devenus le cadre privilégié de la littérature saphique au début du XXe siècle, de Colette à Olivia. C'est clairement une influence majeure, non seulement pour le jeu, mais aussi pour la Silver Sisterhood. En 1983, elle a d'ailleurs fait sa publicité sur le programme de Daisy Pulls It Off, une pièce de théâtre directement inspirée des romans d'Angela Brazel, dont l'héroïne, Trixie, porte le même nom que celle de Secret of St. Bride. Mais les références ne s'arrêtent pas là. Il y a les clins d'œil aux jeux vidéo, à la littérature, ou aux deux en même temps, avec les champignons qui permettent de changer de taille et qui évoquent à la fois Mario Bros et Alice au Pays des Merveilles. Mais il y a aussi, et c'est en fait le sujet principal du jeu,
une longue série d'emprunts au folklore irlandais. Tous ces univers se mélangent dans un collage Monty Pythonesque où l'on change régulièrement d'époque, de réalité et d'identité. Il suffit d'enfiler de nouveaux vêtements pour devenir quelqu'un d'autre et voir de nouvelles possibilités s'offrir à nous. Cette agilité identitaire et cette capacité à aller piocher librement dans toutes les époques est le cœur du mode de vie que veut explorer la Silver Sisterhood. Enfin, ultime pont entre les réalités. Sandbride proposait de gagner l'entièreté de son catalogue de jeux si l'on était la première personne à envoyer par courrier à l'école le nom d'une amulette irlandaise dissimulée dans le jeu. Ce catalogue, d'ailleurs, le moment est venu de l'explorer. La Reine des Neiges est un voyage initiatique entre bien et mal. L'héroïne, Gerda, tente de retrouver son ami Kay, dont le cœur et la perception ont été corrompus par les fragments d'un miroir magique fabriqué par un troll. Miroir capable de rendre affreuses les choses justes et désirables les choses affreuses. C'est une adaptation du conte d'Andersen, qui était d'ailleurs inclus avec le jeu. Sa particularité est que nous ne sommes pas exactement Gerda. Nous lui donnons des conseils, qu'elle peut choisir de ne pas suivre, et il faudra parfois la convaincre. En dehors de ça, c'est une sortie assez classique mais de bonne qualité. La Sisterhood prévoyait en fait de faire toute une série d'adaptations semblables, ce qui aurait parfaitement collé avec son image d'établissement éducatif, très sage et victorien, mais elle va s'engager à la place sur un chemin assez différent. The Very Big Cave Adventure. Si vous n'aviez pas d'ordinateur personnel dans les années 70, il faut quand même que vous sachiez que la Sisterhood est en train de parodier un espèce de monument du genre, Colossal Cave Adventure, sorti en 1976. Si l'on en croit le livret, c'est en hackant le gouvernement américain pour faire du bif qu'une membre de Sandbride a découvert par hasard la version originale et secrète de Colossal Cave. Cet heureux incident nous offre la possibilité de jouer enfin à cette perle longtemps censurée. Ici, tous les éléments les plus reconnaissables de la Colossal Cave sont reproduits, mais aucun ne fonctionne comme prévu, et toute l'aventure prend rapidement une tournure merveilleusement absurde. Il faut noter que Trixie est notre guide, et qu'elle est un personnage romançable, que si vous rêviez de jouer à une version textuelle de Space Invaders, votre jour de chance est enfin arrivé, que le jeu est en 2 parties, la deuxième s'intitule Moron's Quest, et que même si la Sisterhood a prétendu ne rien savoir à ce qui se passait dans le monde moderne, elles ont quand même intégré une phase de jeu en Batmobile. The Very Big Cave Adventure, c'est la confirmation que toute cette histoire d'isolation complète, c'était du pipeau, et que le sérieux de la Sisterhood est en grande partie une façade. Mais on peut aussi voir dans cette satire un moyen de ridiculiser la culture de leur temps, et donc quelque chose qui ne contredise pas vraiment leur philosophie anti-moderne. Il y a tellement de modernité là-dedans, moi je n'en peux plus. Si on retourne à nouveau dans le passé, c'est sûr, les choses seront plus simples, plus calmes, plus morales. Bugsy nous propose d'incarner un lapin bleu criminel déterminé à devenir ennemi public numéro 1 dans le Chicago des années 20 en détrônant Al Capone. Vous voyez pas le rapport ? Eh bien attendez, ça va très vite devenir très clair. Le jeu commence dans la salle commune de Sandbride, où une dénommée Trixie est en train de développer The Very Big Cave Adventure. Bugsy, couvert de sang, fait irruption dans la pièce et s'apprête à mourir. Mais Trixie le rassure. Il y a, derrière l'écran, quelqu'un qui va pouvoir l'aider. C'est vous. Cette scène constitue à la fois l'introduction du jeu et son écran de game over interminable. Bref, c'était déjà clair avec The Secret of Sandbride, ça s'était confirmé avec la Very Big Cave Adventure, mais la Silver Sisterhood réaffirme avec Bugsy son goût pour l'ironie et la satire. Ce projet est d'ailleurs encore une fois un pastiche parodique, Bugsy sorti 2 ans plus tôt, et les critiques de l'époque ont souligné avec plaisir tous les fracassages de 4e mur disséminés partout dans l'écriture du jeu. Il est en plus de ça assez élaboré, avec des choix de dialogue détaillés, des thunes à dépenser, 2 chapitres distincts et 70 lieux qui ont tous leur décor graphique. Notez surtout que l'intégralité du texte est écrite en slang de loupard des années 20. Encore une fois, il faut que vous imaginiez cette dame en train de programmer l'intégralité d'un jeu en argot dans son costume victorien, à la lueur des bougies. Voilà, maintenant que le décor est posé, on va pouvoir passer à la pièce de résistance. Jack the Ripper. Que dire ? Alors que vous découvrez la scène d'un crime commis par l'éventreur, vous devenez brusquement le suspect numéro 1, et il faut maintenant prouver votre innocence. C'est vraiment intéressant que la Sisterhood, fascinée jusque-là par l'idée de choisir et d'adopter n'importe quelle identité de Batman à Trixie Trinian, explore maintenant ce qui se passe quand on nous impose une identité qui n'est pas la nôtre. Mais ce sujet est encore poussé beaucoup plus loin, puisque notre personnage va vivre tout au long du jeu une série d'expériences extracorporelles. En fait, on passe notre temps à se réveiller, puis à se rendre compte qu'on n'était pas vraiment réveillé,
avant de se demander si on est vraiment redevenu nous-mêmes. On veut prouver qu'on n'est pas Jack l'Éventreur. Mais qu'est-ce qui nous prouve à nous qu'on ne l'est pas ? De toute façon, assez vite, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que d'hallucination en hallucination, on se retrouve pris dans un univers tellement abstrait que la question « qui suis-je » n'a plus vraiment de sens. On retrouve vraiment dans Jack the Ripper cette obsession de St. Bride pour la réinvention, le retour en arrière, les réalités multiples. Déjà dans Bugsy, on commençait par mourir et on renaissait continuellement. Ici, le jeu s'achève sur la perspective de notre mort, qui n'est en vérité qu'un passage de relais. Pour couronner le tout, cette fin était en fait ce par quoi on découvrait le jeu, puisqu'elle était déjà décrite sur son livret. Jack the Ripper, c'est un peu Omicron the Nomad Soul, mais en mieux écrit et en beaucoup plus réac. Ça commence par une sorte d'enquête horrifique avec des descriptions beaucoup trop gore, et ça finit par te faire visiter l'enfer surnaturel dissimulé dans les souterrains de Londres, où le grand complot des sciences, de la psychanalyse et du communisme a corrompu l'essence même de l'existence humaine. Clairement, dans le premier acte, la Silver Sisterhood nous appâte avec son contenu 18+, comme elle a appâté ses pensionnaires avec un marketing le plus kinky possible, et dans les deux cas, on se retrouve bien malgré nous à recevoir une leçon beaucoup trop sérieuse sur le féminin sacré, les joies du féodalisme et le pouvoir des archétypes. Curieusement, ça n'a pas eu l'air de trop déranger les gens. Jack the Ripper a fait beaucoup parler de lui, non seulement parce que c'est le premier jeu classé X de l'histoire, mais aussi parce qu'il a été extrêmement bien reçu. Il faut dire que la finesse de son écriture était bien supérieure à celle de son propos politique. Et ses illustrations ont été jugées de mauvais goût, mais tout le monde avait compris qu'elles avaient été ajoutées là-dedans par l'éditeur. En tout cas, l'histoire était désormais marquée, et le succès était au rendez-vous. La Silver Sisterhood avait tenu jusque-là un rythme de sortie très soutenu, et on aurait pu s'attendre à ce qu'elle continue maintenant sur cette lancée. Mais au contraire, elle s'est arrêtée brusquement. Que s'était-il passé ? Le culte s'était-il effondré ? Avait-il été chassé de Donegal ? Pas encore. Il a fallu attendre 4 ans, mais en 91, apparaîtront dans une nouvelle salve les 3 derniers jeux estampillés St. Bride. Silverwolf est un nouveau voyage dans un passé bien tradit, il y a 5000 ans. Encore une fois, le personnage principal est une écolière, elle est la réincarnation d'une princesse légitime qu'il faut ramener sur un trône usurpé. Encore une fois, son identité est compliquée puisqu'elle a une alter ego guerrière, Silverwolf, qui est révélée à travers une série de rituels, encore une fois très inspirés du folklore britannique, mais ce pouvoir n'est pas aussi impressionnant que celui de son ami, qui peut prendre la forme de n'importe quel être vivant. Bref, les mêmes obsessions, la même qualité, le même royalisme. Pour finir, The White Feather Cloak et Dogboy ont tous les deux été adaptés de poèmes écrits par un certain Mark Persson, tous les deux dans le genre fantasy, et plutôt humoristiques. C'était pour St. Brides des projets de commande, mais ils ont quand même reçu de très bonnes critiques. Ce qu'il faut noter, c'est que Silverwolf a été annoncé au départ en 85, et les 2 autres mentionnés dans des articles de presse dès 87. Ces 3 derniers jeux, en fait, ne sont pas apparus parce que St. Brides avait repris son activité. Ils ont simplement fini par sortir grâce à une sorte de miracle, quand la toute petite société GI Games, qui vendait des jeux par correspondance, a acquis les droits d'un certain nombre de programmes abandonnés. Parmi eux, ces 3 projets de St. Brides, victimes des aléas de l'édition, qui finiront ensuite par être récupérés par Zenobi Software et avoir droit à une édition à grande échelle. C'est un coup de bol, mais cette histoire laisse entier 2 grands mystères. Pourquoi est-ce que la Silver Sisterhood avait cessé de faire des jeux ? Et pourquoi elle avait commencé à le faire au départ ? On a parlé de la Silver Sisterhood, on a parlé des jeux de la Silver Sisterhood, et maintenant il faut qu'on arrive à vous expliquer comment une communauté ultra-conservatrice qui s'éclaire à la bougie en est venue à développer des jeux sur ZX Spectrum. Et comment cette communauté est passée, en même pas 5 ans, de l'adaptation de contes pour enfants au tout premier classement X de l'histoire du JV. La première chose qu'il faut noter, c'est que la sacro-sainte tradition à laquelle s'attachait la Silver Sisterhood était une invention unique et changeante. On les a déjà vus passer de commune New Age à RP victorien. On sait qu'elles sont capables d'adapter leur réalité si ça peut permettre au groupe de survivre et de se faire connaître. Quand des ordinateurs ont été installés à St. Bright, ça n'a au final pas du tout affecté le reste du RP. On a programmé des jeux, certes, mais à la lumière des bougies. Cette activité, en fait, a parfaitement trouvé sa place parmi les autres crafts pratiqués par la communauté. Elles ont appris sur le tas, en utilisant un logiciel assez facile d'accès sur ZX Spectrum, qui s'appelait The Quill. C'était un artisanat comme un autre. La Reine des Neiges était d'ailleurs vendue en bundle avec le livre dont il était adapté, et il était prévu au départ de produire des bandes dessinées,
qui sortirait avec certains des jeux, dont un mystérieux Wonder Girl qui n'a jamais vu le jour. La seule explication qui nous soit parvenue sur la décision soudaine de développer des jeux au lieu de faire du macramé, c'est une interview de Marianne Martindale. Mais comme la plupart des histoires de Martindale, elle est remise en question. Cette explication repose sur un personnage évanescent, qui a été entrevu plusieurs fois, mais toujours tapi dans l'ombre et dissimulé par un voile, si bien que ces rares observateurs se demandent s'ils ont bien rencontré la même personne. C'est l'un des noms les plus mystérieux de ce monde oublié du jeu d'aventure textuel, Priscilla Langridge. Selon Marianne, c'est Priscilla qui a apporté le premier ordinateur à St. Bride's lorsqu'elle y est entrée en tant que pensionnaire. D'abord intriguées par ce passe-temps étrange, les sœurs ont fini par constater que les jeux vidéo, c'était en fait beaucoup mieux que la maudite télévision. C'était, à bien y réfléchir, le seul divertissement moderne qui mérite qu'on le laisse entrer dans notre passé traditionnaliste. Mais pourquoi ça ? Eh bien, les jeux vidéo, explique Martindale, demandent une implication complète de la personne qui y joue. Une concentration par laquelle cette personne crée elle-même, à travers son imagination, l'univers de jeu. Inutile de dire que ça ressemble énormément aux activités de la Silver Sisterhood et à sa philosophie du live theater. La correspondance est parfaite. Sauf que tout ne tient pas debout. Pourquoi une personne ayant payé pour un stage d'immersion dans l'époque victorienne aurait amené avec elle son énorme ordinateur ? Et comment aurait-elle pu s'en servir librement alors que d'autres pensionnaires racontent qu'on leur a confisqué leurs livres et leurs vêtements contemporains ? Mais surtout, comment Priscilla aurait-elle pu arriver comme pensionnaire à St. Bride alors que selon certains témoins et selon Martindale elle-même, la guide religieuse que l'on découvrait en 82, bien avant l'ouverture de l'école, c'était elle. Le récit d'une arrivée tardive de Priscilla Langridge est probablement faux. En revanche, ses apparitions répétées, la récurrence de son nom dans les crédits et la cohérence de l'ensemble des jeux semblent indiquer qu'elle est probablement bien à l'origine du business vidéoludique de St. Bride's. Elle n'était pas tout à fait seule. On sait qu'au moins une figure très discrète du nom de Maureen Evans l'a aidée dans la création de ces jeux. C'est cette même Maureen qui, lorsque les sœurs se feront chasser de Burton Port, s'enfermera dans la salle de bain pendant plusieurs jours pour échapper à l'éviction. On viendra là-dessus, mais on ne sait quasiment rien de ces deux personnes. Ça semble incroyable quand même, c'est évident qu'elles ont fait quelque chose d'assez unique dans l'histoire du jeu vidéo. Elles étaient à notre connaissance le premier collectif de femmes développeuses, elles ont mis en scène leur propre mythologie dans un jeu vidéo avec quelques années d'avance sur tous les musiciens mégalos dont on vous a déjà parlé. Ce jeu-là pourrait être considéré comme l'un des premiers jeux queer de l'histoire, d'autant que beaucoup de témoins ont décrit Priscilla Langridge comme une femme trans, ce qui ferait d'elle non pas la première, mais l'une des premières dev trans après Danielle Bunton-Berry. Puis il y a cette histoire de Peggy 18 là. J'avais presque oublié honnêtement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, l'organisme chargé de la classification ou de la censure des objets audiovisuels, c'est un passage obligé pour les films, mais pas du tout pour les jeux. Surtout à l'époque, ils avaient vraiment pas l'habitude d'en recevoir. Pour être honnête, ils savaient à peine ce que c'était. Alors quelle ne fut leur surprise quand une bande de sapajous s'est mise à leur envoyer tout un tas de jeux plus dégueulasses les uns que les autres. CRL était un petit éditeur britannique tout récent, fondé en 82, qui a choisi comme stratégie commerciale de courir après les certifications maudites, pour attirer les adolescents edgy, mais aussi, visiblement, les bonnes sœurs victoriennes kinky, puisque c'est cet éditeur que la Silver Sisterhood a choisi pour diffuser ses jeux Bugsy et Jack the Ripper. À l'époque, CRL venait de sortir le jeu Rocky Horror Show, et avait déjà décroché de justesse avec son Dracula la première classification 15+. Maigre consolation, c'était le 18 qu'il voulait. Et par un miracle qui mérite de figurer dans les livres d'histoire, c'est St. Bride's qui va le leur offrir. St. Bride's va jouer le jeu de CRL. Les deux productions qu'elle a développées avec cet éditeur sont franchement différentes du reste de son œuvre. Elles ont su capter la rupture de ton qu'il fallait pour aider CRL à transformer l'essai. Et les illustrations fournies par l'éditeur ont porté le coup final aux pauvres innocents de la BBFC qui ont découvert le jeu vidéo à travers des images tout bonnement insoutenables. L'arc CRL est un peu à part dans l'histoire de St. Bride's, mais pas du tout incohérent pour autant. Les ingrédients de ces deux jeux sont toujours les mêmes que d'habitude, une certaine dose de cynisme, une exploration insatiable des travers de l'humanité, et une fois encore, invariablement, un goût du RP qui nous emmène aux portes du méta. Donc qui enfonce généreusement les portes du méta en embarquant le cadre et le mur avec. C'est un peu plus qu'une simple volonté de choquer. En fait, si l'on en croit à Marianne Martindale, c'est même bien plus que ça, puisque Jack the Ripper
et l'occasion de régler leur compte aux 3 grandes influences qui ont fait la décadence du monde moderne, Darwin, Marx et Freud. Vous pensiez qu'on était là pour s'amuser? Ça nous emmène à une nouvelle question. À quel point les racines de la Silver Sisterhood étaient-elles pourries? Et est-ce que cette putréfaction a influencé le contenu des jeux? La tradition est toujours une invention. Quand on prétend faire comme nos ancêtres, soit on essaie délibérément de tromper les gens, soit on se voile la face. La première raison, c'est qu'imiter un comportement dans un contexte différent, ça n'est pas du tout faire la même chose. Genre, reconstituer au XXIe siècle des machines anciennes pour construire un château le plus lentement possible, c'est pas la même chose qu'inventer ces mêmes machines au XIIIe siècle pour construire un château le plus vite possible. C'est l'inverse en fait. La deuxième raison, c'est que l'histoire n'est jamais restée longtemps au même endroit, et qu'on la connaît mal, et qu'on n'est jamais d'accord dessus. C'est un truc dont on s'est aperçu au XIXe quand on a commencé à inventer la notion de patrimoine historique et à vouloir restaurer de vieilles bâtisses. On se met à regarder les fondations, et on se rend compte que 5, 10, 20 fois, cette cathédrale a été agrandie, modifiée, reconstruite. Du coup, la restaurer, c'est essayer de la remettre dans quel état exactement? La première version? La dernière? Quelque part entre les deux? Même si on arrive à choisir, on ne pourra que supposer à quoi cet état ressemblait, on ne pourra, en fait, que l'inventer. La restauration, c'est toujours une énième reconstruction. C'est faire évoluer encore une fois ce qu'on essayait de préserver, et donc l'éloigner encore plus de son passé. Dans le cas des traditions, quand on se décide sur une version définitive qu'on va codifier et fixer comme étant la seule vraie, eh bien on va contribuer à effacer toutes les autres versions. Le traditionnalisme est toujours une destruction de l'histoire. Une coutume, elle n'est jamais la même d'une année sur l'autre, et elle n'est jamais la même partout. C'est vrai aujourd'hui, et c'était déjà vrai à l'époque où il fallait plus de temps pour aller insulter son voisin qu'il n'en faut maintenant pour envoyer une vidéo de son chien à l'autre bout du monde. Faire comme nos ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont nos ancêtres? Il faudrait choisir une génération, une année, un village. Il n'y avait probablement pas un seul village de l'Irlande médiévale où tout le monde faisait les choses exactement de la même façon. Et personne ne peut dire que tous ses ancêtres proviennent du même village. Même si c'était le cas, ce qu'ils faisaient dans le village, on n'en connaît qu'une interprétation forcément partielle et partiale. Bref, le traditionnalisme est toujours une fiction. Ce que la Silver Sisterhood avait de spécial, c'est que ça, elle le savait. Qu'elle ne s'en cachait pas, et qu'elle en a profité. Marianne Martindale a volontiers reconnu en interview que son groupe puisait dans tout ce qui précède 1960 pour concevoir ce qui lui semblait être une société idéale. Le modèle de cette société se trouve dans le passé, protégé de la dégénérescence culturelle que la Sisterhood appelait l'éclipse, mais pas à un moment ou un point précis de l'histoire, même quand elle se faisait appeler les Victoriennes. Et si elles étaient capables d'introduire le ZX Spectrum là-dedans, vous vous doutez qu'elles pouvaient y mettre à peu près ce qui leur plaisait. En fait, quand on observe l'ironie méta que la Sisterhood ne pouvait s'empêcher de diffuser dans ses jeux, quand on observe son rejet de l'idée de progrès, la manière dont elle s'est amusée à réinventer des œuvres et des formes anciennes, de la Reine des Neiges à Colossal Cave Adventure, et son talent pour se rendre indéchiffrable aux yeux du monde et des médias, on s'aperçoit que c'était, formellement, un groupe d'artistes postmodernes. C'est-à-dire qu'en se définissant en réaction à la modernité, forcément, elles se sont retrouvées encore un peu plus dans le turfu que ne l'étaient les modernes. Du coup, pendant qu'elles se cramponnaient d'une main à leur idéal de tradition, de l'autre, elles amenaient le média le plus pointu de leur époque à des extrémités qu'il n'avait encore jamais connues. On peut tout à fait être avant-gardiste et réactionnaire. En fait, c'est très facile. Et on l'a d'ailleurs su très tôt, puisque les futuristes, l'un des mouvements les plus influents au sein du modernisme, ont tout fait pour servir de marchepied à Mussolini, qui après être arrivé au pouvoir s'est évidemment retourné contre eux. Aujourd'hui c'est pareil. On se retrouve à devoir affronter une alliance des tech bros obsédés par le progrès et de la droite évangéliste obsédée par les prétendues valeurs d'antan. Comment ça marche? Eh bien, l'obsession de la tradition et l'obsession du progrès, ce sont deux fictions qui servent à faire accepter des idées. Et si leurs inspirations sont en apparence opposées, eh bien les idées, elles, ne le sont pas forcément. Ce qui est amusant, c'est que la Silver Sisterhood prend ses racines dans des mouvements qui, au contraire, mobilisaient des imaginaires traditionnels pour légitimer des idéaux progressistes. Pour la frange ésotérique des mouvements féministes des 70s, le féminin sacré
et les différentes réinterprétations de folklores européens étaient un moyen de légitimer des droits et des pratiques que les conservateurs voulaient faire passer pour trop modernes. En allant chercher des antécédents et des exemples dans un lointain passé, on prouvait que ce qu'on ressentait aujourd'hui était naturel. C'est dans ce creuset que s'est formée la religion de Rhénish, qui a peu à peu muté pour donner naissance à St. Bride's. À ses débuts, la Sisterhood est restée très proche des groupes progressistes. Et puis les choses ont dégénéré assez vite. Well, we divide the feminine sex into two sexes. They are blondes and brunettes. Blondes are the sort of fluffy side of femininity that likes to be protected by the brunettes. Feet together. One foot slightly in front of the other. To me, punishment is something that purifies and cleanses and relieves tension, relieves guilt. Stand up. Turn to face me. Do you remember what to say? Thank you, madam. That's right. Now open the door for me, please. Yes, madam. Quand on fonde un idéal politique sur la notion de tradition, quand on considère que nos valeurs sont justifiées par un ordre naturel, eh bien on ne protège pas vraiment ni cet idéal, ni ces valeurs. Parce que le récit de ce qu'est la tradition, et de ce qui est naturel ou pas, il est très facile à tordre et à réinterpréter. Surtout si on annonce qu'on ne fait pas de politique. Non, la Sisterhood ne touche pas à ces choses-là. Surtout pas de la politique du présent. La seule chose qui importe, c'est ce qui a toujours été. C'est ce qui est naturel. C'est la tradition. Mais on a vu qu'avec le temps, la tradition de St. Bride's avait beaucoup changé. Si bien que quand le groupe a été chassé de la maison de Burton Port, on y a retrouvé des pamphlets fascistes et une correspondance s'étalant sur 2 ans avec le leader du parti néo-nazi britannique, John Tyndall. Or Tyndall a dit « c'est pas elle ». Les magazines SM et les pamphlets fascistes sont arrivés avec le spam. Et certes, il y a une salle capitonnée dans la maison, mais on s'en est jamais servi. There's no sexual activity of any kind in Anastasia. Puis le grand chef nazi qui nous écrit qu'il admire beaucoup notre secte lesbienne, là, c'est une random pensionnaire qui a reçu ça. Ça nous regarde pas. Sauf qu'en 93, il y avait plus que 4 personnes dans la maison. L'activité du groupe était clairement sur le déclin, si bien qu'il ne pouvait plus payer son loyer. Et c'est ce misérable loyer impayé qui a incité 2 membres des Screamers à revenir à Burton Port pour s'introduire de force dans la maison et y trouver des publications fascistes et du matériel SM, parce que oui, les proprios, c'était les Screamers d'Atlantis. Pendant tout ce temps, l'argent de Jack the Ripper servait à payer un loyer aux Screamers pour qu'ils financent leur déménagement en Bolivie où ils vivaient chez les FARC. Mais ça prouve qu'à partir du moment où on devient proprio, on peut vivre dans une commune en Amérique latine avec des guerrilleros marxistes, on sera quand même prêt à faire le chemin jusqu'à Burton Port à Donegal pour foutre dehors 4 bonnes sœurs qui ont 2 mois de loyer en retard. Ça fait vraiment réfléchir. Mais il reste un point d'ombre. Pourquoi la communauté qui venait de trouver le succès avec Jack the Ripper en venait à compter ses derniers sous ? Eh bien, le témoignage le plus récent que nous ayons de St. Bride's est absolument édifiant. Vous vous souvenez quand on a dit que Marianne Martindale avait reçu une amende de 100 livres pour avoir fessé une pensionnaire ? Si vous voulez mon avis, elle aurait jamais dû s'en tirer à si bon compte. On va pas entrer dans les détails parce que c'est vraiment pas nécessaire. Mais la femme qui a poursuivi Martindale en justice avait été isolée de sa famille et de ses proches, privée de toutes ses possessions, exploitée pendant des mois sans jamais recevoir l'argent qui lui aurait permis de prendre un bus pour quitter Burton Port, et Martindale la battait affreusement. La Silver Sisterhood n'était pas une communauté. C'était un culte qui s'est éloigné peu à peu de ses idées de départ pour graviter de plus en plus dangereusement autour de l'obsession de Martindale pour les châtiments corporels. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est que cette femme était bien plus douée pour attirer les caméras que les pensionnaires. En 93, plus personne ne voulait habiter dans son trou à rats. L'histoire était finie, semble-t-il. La Silver Sisterhood n'a occupé la maison de Burton Port que pendant une dizaine d'années. Et si on s'intéresse à St. Bride's en tant que studio de développement, l'aventure est encore plus courte que ça. Même si 3 d'entre eux ne sont sortis qu'en 91, l'ensemble des 8 jeux estampillés St. Bride's a été développé entre 85 et 87. Après seulement 2 ans, cette excursion dans le monde des ordis était déjà terminée. Du moins, c'est ce que laissait penser un certain nombre d'articles sur le sujet. Mais en vérité, il s'est passé, dans le futur, autre chose. Et ce quelque chose constitue un étonnant écho au premier jeu qui déplaçait les aventures de St. Bride's dans un univers ludique. Nous entrons dans une nouvelle strate de brouillage, dans la réalité toujours plus décomposée de ce groupe,
qui n'a jamais montré 2 fois le même visage. L'école de St. Bride's et la Silver Sisterhood ont quitté Burton Port en 1992. Mais cet événement n'a pas signé la fin de la fantasy imaginée par Martindale. Elle a continué de faire ce qu'elle faisait depuis toujours, se métamorphoser. En fait, il semble que cette fantasy ait au contraire été libérée par la perte de son ancrage matériel en Irlande. Ces manifestations se sont d'abord multipliées à travers l'Angleterre, ses inclinations fétichistes sont devenues dans un premier temps de plus en plus visibles, mais surtout, son univers s'est étendu et s'est précisé. Passé quelque temps sous le nom de Romancia, puis adoptant pour toujours celui d'Aristasia, elle est devenue une réalité tout entière, avec ses nations et leurs drapeaux, ses croyances et sa mythologie, ses coutumes et son histoire, ses textes sacrés et leurs exégètes, mais surtout, son ambassade sur Second Life. Et c'est ici qu'il se passe quelque chose de vraiment intéressant. Toutes les nouvelles arnaques de Marianne Martindale dans les 90s, on va pas en parler, parce que honnêtement c'est toujours la même chose, et on n'en peut plus de cette dame. C'est l'étape suivante qui nous intéresse. Celle où Aristasia va s'emparer d'Internet, et où, finalement, c'est Internet qui va s'emparer d'Aristasia. Les débuts d'Aristasia ont lieu dans les 90s sur ce que le mouvement appelait Electraspace. En fait, c'était juste un ensemble de sites internet qui communiquaient les uns avec les autres, un web ring. Si vous avez joué à Hypnospace Outlaw, vous voyez très bien de quoi il s'agit. Ce petit univers continue de s'étendre, avec Avondale School, un jeu RP pratiqué dans des chatrooms IRC, et toute une série de forums, dont Girlstown, qui sert encore à faire du RP, ou bien à discuter de si les jeux vidéo qui sortent sur Game Boy Advance obéissent bien aux principes philosophiques d'Aristasia. À ce stade, ce sont toujours Martindale et ses apôtres qui posent le cadre, et le cadre reste strict. Mais arrive maintenant l'ambassade d'Aristasia sur Second Life, ce que les membres appellent Virtualia. Cette ambassade sera d'ailleurs victime d'un attentat terroriste, mais vous savez qu'il en faut plus pour arrêter ces femmes-là. L'ambassade sera reconstruite en mieux, et ce sera finalement le drama le moins mémorable de l'histoire d'Aristasia. À Virtualia, on trouve la 3e incarnation de l'école St. Bride's, qui a donc existé dans la maison de Burton Port, puis sur ZX Spectrum, et se découvre maintenant en multi-online sous le nom de... Mais l'ambiance a changé. C'est plus pareil, c'est trop moderne. Les gens parlent d'animé, ils ont oublié l'Eclipse. Pourquoi ? Parce que c'est à cette période que Martindale se retrouve rapidement ringardisé. De nouveaux personnages émergent, Sushori Madonna, Shankan Rakuten, Lady Aquila. On commence à reconnaître publiquement que la stratégie de Martindale était mauvaise, naïve, que son idée d'insister sur la discipline pour faire parler les médias a attiré le mauvais public. On passe à d'autres sujets, d'autres préoccupations, et peu à peu, Martindale, on l'oublie. À ce stade, tout ce qui a fait l'objet de cette vidéo est devenu un détail négligeable dans l'origin story obscure du mouvement en ligne Aristasia, qui va se développer rapidement, puis, peu à peu, entre 2008 et la fin des années 2010, se dissoudre dans la wibberie générale de l'Internet mondial. Bien sûr, qui dit mouvement en ligne dit multitude de branches inguessables et de sous-mouvements dissidents. Tout le monde n'est pas juste devenu fan d'animé et de JRPG. On a aussi eu droit à tout un éventail de mouvances néo-religieuses qui sont entrées en concurrence, et puis, dans la stricte lignée de Martindale, quelques sites bien essentialistes, bien traditionnalistes, avec des grosses fleurs de lys, qui faisaient de l'exégèse de Mario, et concluaient qu'un mariage Peach-Daisy était la seule issue possible au lore de Nintendo. Et puis, la mutation la plus récente d'Aristasia semble être le bien nommé Chelourania, ça ne s'invente pas, qui était, on peut le dire, à l'extrémité la plus X-Files du spectre. Attendez, il a l'air particulièrement chelou celui-là, laissez-moi vérifier un truc. Oui, ok, c'est bien Martindale qui a essayé de faire son comeback en scred. C'est juste désolant à ce stade. Figurez-vous que récemment, Martindale a sorti un one-woman show pour dire « J'ai changé. Avant, j'étais pas net, mais maintenant, je suis presque fonctionnel. » Bref, c'est assez difficile de conclure quoi que ce soit de tout ça. Ce qu'on prévoyait au départ, c'était une petite ouverture un peu optimiste en mode « En s'affranchissant de Martindale, Aristasia est enfin devenue ce qu'elle annonçait être depuis le départ. Une communauté. Et en devenant une communauté, elle s'est libérée de ses idées les plus destructrices. Ensuite, on est tombé sur le site avec la fleur de lys et ça nous a fait changer d'avis. Alors on est parti sur un truc en mode, quand on met entre les mains des gens le pouvoir de modeler leur propre réalité, et la conscience que cette réalité n'a rien d'immuable, alors on ne peut pas les garder éternellement sous notre emprise. L'outil qu'avait exploité Martindale pour contrôler l'univers de ses adeptes est le même outil qui leur a permis de se libérer. Ensuite, on a lu le blog de la meuf qui a créé une sous-mouvance religieuse au sein d'Aristasia alors qu'elle vivait dans la rue et venait d'être excommuniée d'une église alternative aux États-Unis.
Et ça nous a un peu calmés. Alors on a baissé les bras et on a écrit ça. La philosophie de la Silver Sisterhood a toujours été de faire coexister plusieurs visages. Réactionnaires et modernes, utopiques et apolitiques, kinky et puritains. Internet a permis à ces différentes facettes de se scinder pour exister séparément. Les 1000 visages d'Internet, du plus fascinant au plus fascisant, étaient déjà contenus dans ce mouvement. Mais ça ne veut rien dire du tout, alors il va falloir trouver autre chose. Si l'on en croit l'histoire officielle, le nom d'Aristasia n'est pas apparu pendant les premières heures d'Internet. Il est celui d'un mouvement fondé à Oxford, dès les années 60, sous l'influence d'une certaine et mystérieuse Esther St. Clair, née dans les années 20. De ce mouvement découlent les concepts fondateurs de la Silver Sisterhood, l'éclipse, le trou, la déesse mère. Certaines de ses membres auraient fini par quitter Oxford pour fonder leur propre établissement, Milchford. Mais déjà, dans ce temps-là, la communauté n'avait pas de nom fixe. Ses membres se sont fait appeler les Olympiennes, les Romantiques, la Pègre. Tout ceci est une histoire exaltante, mais elle est très probablement fausse. Ce qui est plus plausible est qu'Aristasia découle d'un mouvement nommé Lux Madriana apparu en 76. Ici s'est développé le culte de la déesse qui s'est perpétué à travers les diverses mutations de la Silver Sisterhood, puis d'Aristasia. C'est à cette époque qu'est arrivée Marianne Martindale, entrée en contact avec Lux Madriana par l'intermédiaire des Screamers d'Atlantis dont elle faisait partie. Elle a installé la communauté de Reynish avec quelques dissidentes de Lux Madriana, dont la personne que nous connaissons sous le nom de Priscilla Langridge. Leur relation est décrite de façon étonnante par Martindale. C'est Priscilla qui était dans les débuts la leader spirituelle de Reynish, et c'est elle qui sera quelques années plus tard l'esprit créatif derrière les jeux de Sandbrides. Mais l'autorité concrète, le contrôle des affaires de la maison, de son économie et de sa publicité a toujours été assuré par Martindale. Selon ses propres mots, elle a été pour Langridge une figure maternelle. Elle jouait, semble-t-il, le rôle de l'adulte dans la fantaisie de la Silver Sisterhood, et bien après Sandbrides, dans le temps plus diffus de leur période londonienne, il semble bien que Langridge et Martindale aient continué leur collaboration. C'est compliqué d'évoquer les créations de la Silver Sisterhood uniquement d'un point de vue créatif. Parce que de toute évidence, ces jeux sont les manifestations d'un effort d'imagination qui allait bien au-delà. Et que cette mise en scène, cette performance qu'était Sandbrides ou Aristasia, était indissociable de la vie d'un tas de personnes. Leurs existences étaient devenues à la fois un acte créatif et une revendication politique. Et dans cette politique se mélangeaient des choses légitimes, le rejet du patriarcat et le besoin de pouvoir vivre en tant que lesbienne dans une époque qui ne le permettait pas, et des choses abominables. Exploitation, violence et des liens cordiaux avec le visage du nazisme au Royaume-Uni. Martindale a plusieurs fois décrit la Silver Sisterhood comme une communauté accueillant des femmes blessées par le monde patriarcal, pour leur offrir un refuge. Mais il semble que si elle a identifié les blessures de ces femmes, c'était pour mieux les exploiter et tenter de renforcer son emprise sur elles. Comme dans beaucoup de cultes, il y a quelque part, dans la proposition de départ et dans les espoirs des personnes qui rejoignaient ce mouvement, une véritable volonté d'imaginer une manière plus juste et plus douce de vivre. Pouvoir imaginer autre chose, c'est une nécessité à la fois politique et créative. C'est notre seul espoir, et c'est ce à quoi se raccrochait la Sisterhood. Alors comment faire pour que cet autre monde ne devienne pas un enfer ? Nous retirer nos liens avec la réalité, c'est un moyen de nous isoler des personnes avec qui on la partage. La réalité, ça n'est que ça en fait. C'est une vision qu'on partage avec des gens. Et la grande stratégie des sectes a toujours été de vous en imposer une autre pour vous éloigner de votre entourage, et donc vous rendre vulnérable, pour que votre seul repère devienne cet entourage nouveau. C'est la différence entre une fiction et un mensonge. C'est la différence entre une communauté et une secte. Imaginer ensemble des réalités possibles et les faire advenir, c'est ce en quoi consiste à la fois la création artistique et la construction de communautés véritables. Mais réécrire d'une seule voix une réalité passée et l'imposer comme un récit identitaire autour duquel se rassemblent les seules personnes justes, c'est ce en quoi consistent les sectes, les conspirationnismes, les 1000 déclinaisons du fascisme et la carrière de Marianne Martindale. We tramped the open moorland in the rainy April weather and came upon the little inn that we had found together. The landlord gave us toast and tea and stopped to share a joke. And I remember firelight, I remember firelight, I remember